306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Images, qui se veut une incursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Bienvenue à l'épisode 4 du balado C'est comme ça, en compagnie de mes collègues Alexandre et Audrey. Hello! Hey, salut! Ça fait longtemps, non? Ben ouais, quand même. Puis en plus, on l'enregistre en présentiel. Wouhou! Aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet fort intéressant, la marque employeur. Donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite l'épisode avec une entrevue. L'entrevue se déroule avec Annie Boilard, qui est spécialiste en ressources humaines. Alexandre, tu as eu la chance de discuter avec elle. Qu'est-ce que tu as à nous dire de cette conversation-là? Ben, c'est vraiment un entretien très intéressant. Puis je pense que ça va vraiment bien mettre la table sur un peu les défis, les tendances en ressources humaines en ce moment. Puis également, qu'est-ce que la marque employeur? Puis avec vraiment quelqu'un qui a la lunette ressources humaines. Donc, Manon, pèse sur le piton. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le micro avec Annie Boilard, dont le curriculum vitae, les compétences n'arrêtent plus de finir. Tu es une stratège en développement des compétences, formatrice aguerrie, conférencière, entrepreneur et gestionnaire. Tu es également présidente du réseau d'Annie RH, qui est un réseau pour les professionnels en ressources humaines. Annie, tu détiens également un MBA, une maîtrise en relations industrielles. Tu as œuvré comme gestionnaire, directrice en ressources humaines et en marketing pour des grandes entreprises. Et tu as été justement administratrice sur plusieurs conseils d'administration. Bienvenue à notre balado, C'est comme ça, Annie. Hey, ça fait plaisir, mon Dieu. T'entendre parler de moi ainsi, déjà là, c'est emballant. Je suis très, très heureux de t'avoir avec nous. Tu es une collaboratrice de longue date avec l'équipe de Capital Images. Puis je pense que tu sauras éclairer nos lanternes aujourd'hui avec la thématique qu'on aborde, qui est justement la marque employeur. Parlons justement d'entrée de jeu, afin qu'on parle tous, je dirais, le même langage. Donc, en tant qu'experte RH avec cette lentille que tu as, comment définirais-tu ce qu'est la marque employeur? C'est tellement une bonne question. Merci, Alexandre, de commencer par la base comme ça pour qu'on ait le même vocabulaire. Alors, souvent, la marque employeur, on la met en opposition à l'expérience employée. C'est un petit peu comme ça qu'on le définit. Si l'expérience employée est l'expérience que vivent les employés, ça le dit, au sein de l'entreprise, la marque employeur, elle est plus dédiée vers l'extérieur. C'est la façon dont je suis perçue par les autres. C'est l'image que je veux projeter, puis l'image qu'on m'octroie aussi, l'image qu'on me donne à titre d'employeur potentiel. Alors, la marque employeur, c'est tout l'art d'abord, comment je me présente à des candidats potentiels, puis comment j'initie cette discussion en continu que je vais garder avec eux pour qu'ils soient potentiellement intéressés à mes postes au moment opportun pour moi. Fait que c'est cette combinaison-là. OK, génial. Puis justement, comment tu dirais que les entreprises, les organisations peuvent vraiment, je dirais, contribuer à définir une bonne marque employeur? Qu'est-ce que ça prend, comme on dit en bon québécois, pour que la sauce à pogne, qu'elle lève? Oui. Il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est d'abord d'avoir une bonne vision de qui je suis comme entreprise. Et parfois, il y a le biais d'une espèce de miroir discordant là, qui s'applique. Donc, il faut que j'ai une bonne vision, une bonne compréhension de qui je suis pour vrai comme entreprise. Puis ensuite, avoir la cohérence avec la marque, l'expérience employée que je fais vivre pour vrai. Donc, la première notion, c'est ai-je une première lecture aujourd'hui en temps réel, puis ensuite l'expérience que je veux faire vivre par la suite comme expérience employée, comment je vais le projeter. Donc, quand tu nous dis qu'est-ce que ça prend pour que la sauce, elle pogne, je dirais un bon miroir, c'est-à-dire une bonne stratégie pour aller lire comment je suis perçue par les premiers intéressés, mes propres employés en premier. Puis ensuite, pour que ça pogne, ça prend des assaisonnements d'authenticité.
il faut que ce soit vrai. Il faut que je sois ancrée dans quelque chose qui m'est vrai, qui m'est propre, souvent proche de l'ADN de l'entreprise. Parfois, c'est dans sa mission, s'il y a une mission qui est, par exemple, qui est très bienveillante envers la communauté. Puis parfois, c'est dans notre ADN, dans notre culture de qui nous sommes, dans notre culture de leadership. Alors, c'est ça que ça va prendre, les ingrédients magiques pour que ça fonctionne, cette histoire-là. Puis aussi, je pense, si je ne m'abuse, je crois qu'on a déjà eu des conversations un peu justement, hors micro par rapport à ça, la marque employeur, mais tu sais, tu sais, disons, c'est une cachette pour personne, mais il y a justement beaucoup de problèmes au niveau de l'employabilité en ce moment, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises, de marques qui se disent, hey, là, il faut qu'on revisite finalement qui nous sommes comme entreprise et qui nous sommes comme employeur. Et une chose que tu m'avais mentionné, je pense, c'est les gens qui vont revisiter leur marque employeur, ce n'est pas parce que vous définissez maintenant cette marque employeur-là que dans l'immédiat, il va y avoir des résultats concrets. Tu sais, ça prend du temps avant que justement que tout ça s'installe et que vous puissiez faire votre place. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus un peu? C'est quoi les gens qui pensent que la recette magique, c'est de dire, là, on a pensé ça, on sort notre marque employeur, puis finalement, il faut du temps. Il y a un délai qui s'opère, effectivement. Puis, à nouveau, la marque employeur, la façon que je suis perçue par les autres, c'est dans les yeux de l'autre. Moi, je peux faire tout ce que je veux si ça n'a pas évolué de l'autre côté. Donc, je suis au rythme, je suis tributaire de la perception des autres. Puis, effectivement, on se parle ici d'initier un dialogue. On se parle ici de s'ancrer dans qui nous sommes, de l'image que nous allons projeter. Puis ensuite, ça va avoir un rayonnement, mais ce n'est pas demain que les candidats vont tous se garrocher à mes portes. C'est ça, il va falloir que ça soit combiné avec d'autres stratégies, notamment de rémunération, puis des stratégies d'attraction, puis des stratégies de rétention de mes talents également. Ce n'est pas la panacée, marque employeur, mais c'est un excellent exercice parce qu'au passage, quand on fait le regard dans le miroir, par exemple, dont on parlait tantôt, ce regard, certes, il nous aide pour la marque employeur, mais il nous est aussi utile pour plein d'autres choses parce qu'en se regardant réellement dans le miroir, on apprend plein de choses sur nos employés, sur leurs souhaits, sur peut-être nos biais de perception, puis nos petits points de vigilance comme entreprise également. Fait que c'est un excellent exercice, un excellent point de départ. Oui, ça va avoir un impact sur ma capacité d'attraction des talents, mais ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas quelque chose que je vais déployer aujourd'hui pour demain. C'est une démarche, je dirais en anglais, c'est un journey. Génial, ça fait plein de sens. Selon toi, je l'ai mentionné un peu, la pénurie de main-d'œuvre, c'en est un, mais quels sont, selon toi, les plus grands défis des employeurs en ce moment? Il y a plusieurs grands défis, mais je pense que le grand défi numéro 1, c'est la combinaison de ces défis-là qui s'opèrent parallèlement, simultanément. Mm-hmm. Puis là, moi, je suis entrepreneur, on en a une idée. C'est là que le défi se passe. Donc, en matière de défis, on se parle évidemment de pénurie de main-d'œuvre. Ça s'opère en premier, simultanément. Puis, j'ai toute la pression sur l'augmentation des salaires nourrie par l'inflation qui me rentre en même temps. Puis, au passage, on est en train de revenir en mode hybride. Donc, on a une partie du travail qui se refait en présentiel, ce qui ne plaît pas à tout le monde. C'est comme si je m'en vais au combat, une main dans le dos, attachée dans le dos, parce que j'essaie de ramener mon monde en présentiel pour des raisons qui me sont louables comme employeur, souvent engagement des équipes, meilleur processus d'accueil et d'intégration, souvent meilleure communication avec mes équipes. Mais la transition, le changement est parfois difficile. Là, je combine ça. En même temps, j'ai une évolution générationnelle qui s'opère simultanément parce que là, on le sait, en 2022, 40 % de la main-d'œuvre au Québec fait partie des générations Z et des milléniaux. Alors, c'est des générations qui apportent leur propre spécificité et ce n'est pas tous les entrepreneurs, tous les gestionnaires qui ont fini de peaufiner leurs outils de gestion en lien avec ces générations-là. Ça se passe simultanément, puis comme si ce n'était pas assez. Et là, tu vas en rajouter. Il en reste un, c'est que notre économie est forte puis va bien. Puis là, vous me direz, ça ne fait pas c'est pas dans la catégorie des problématiques, c'est positif. Certes, mais nos carnets de commandes comme entreprise, eux, ils sont chargés à plan, là. Donc, il y a de la pression qui s'opère. Ce n'est pas comme si on était dans des périodes un peu plus tranquilles où on avait du temps pour s'ajuster. Tout ça s'opère simultanément. Et ça, la combinaison de ces 5 éléments, c'est pour moi le plus grand défi auquel fait face les entreprises. Puis c'est tiré, en premier, on a nommé la pénurie de main-d'œuvre.
C'est ce qui se passe là, présentement. Puis quand on rattache ça à la marque employeur, bien, ce qui arrive, c'est que la marque employeur, ça vient nous aider pour plusieurs de ces défis-là, mais notamment pour la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Et c'est certain qu'en situation comme ça de pression, bien, nous avons tendance à sortir nos plus beaux habits, nos plus beaux sourires, puis de se mettre le plus séduisant possible comme entreprise parce qu'on sait que la compétition est forte. Ceci étant dit, il ne faut pas céder à cette tentation parce que ce sera un gain à court terme s'il s'avérait que l'expérience vécue une fois les candidats embauchés différait de ce que nous avons annoncé. Alors, c'est un leurre de croire que réglerais tous mes problèmes. On revient, on se parlait tantôt d'authenticité. Oui. C'est ça, il faut s'ancrer dans notre authenticité, dans qui nous sommes vraiment, pour que, même si c'est un petit brin moins reluisant, pour qu'après, toutefois, même si on a un petit peu moins de candidats, au moins on les conserve, parce que l'histoire est cohérente. Oui, en effet. Non, ça fait tout plein de sens. Ça fait beaucoup, je dirais, écho à justement, bon, disons, l'approche que nous avons aussi, des fois, même en tant que, tu sais, nous, dans le domaine des agences, lorsqu'on travaille avec des clients, ben, tu sais, quand on va chercher un nouveau client, c'est sûr qu'on veut bien paraître, mais en même temps, on sait que qu'est-ce qu'on va promettre, ben, il faut être en mesure de pouvoir bien livrer la marchandise. Donc, c'est tout à fait en adéquation, je trouve, aussi avec comment, justement, disons, mettre des attentes envers les gens qu'on va aller chercher, les talents qu'on va aller recruter. S'assurer, comme tu dis, que c'est exactement la même chose, en tout cas une expérience très similaire qu'ils vont vivre par la suite. J'adore ton parallèle, Alexandre. Puis ça fait drôle de parler de ça avec toi, qui est un expert en com et en marketing, parce que ce sont les mêmes stratégies en matière de marque employeur qui s'opèrent que pour promouvoir un produit, par exemple, ou un service. Je suis dans la même stratégie avec des outils similaires où je vais me réfléchir à c'est qui la personne que j'essaie d'attirer. On va travailler en design thinking, on va travailler avec des personas. Des mêmes outils qu'on utilise pour des fins de promotion, comme on dit, de services ou de produits. Oui, en effet. C'est vraiment, comme tu dis, comprendre finalement aussi la personne à qui tu vas parler parce que le type d'employé que tu veux recruter va en fonction, bien, premièrement, peut-être de l'industrie dans laquelle tu te trouves, mais également aussi par rapport à la culture d'entreprise que tu as, parce que tu vas aller chercher des talents qui ont des aptitudes, une expertise, mais qui collent avec, encore là, comme je disais, la culture d'entreprise, parce qu'on a bien beau être en pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'il faut faire attention à ne pas engager n'importe qui. Puis ça, bon, c'est un autre peut-être sujet, mais comme tu dis, pour ne pas dénaturer cette culture-là que finalement tu as vendue avec ta marque employeur. Tu sais, qu'encore là, tous les gens finalement renforcent finalement, encore là, ce que tu as mis de l'avant. J'aime beaucoup ce que tu viens de nous nommer quand tu nous ramènes à la culture, parce que souvent, le shortcut, le raccourci à prendre, c'est de dire, si j'ai des soucis de recrutement, je vais augmenter les salaires. Puis là, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'effectivement, ça fluctue rapidement sur les marchés et je dois me garder à jour. Toutefois, ce qu'on se propose d'éviter comme piège, c'est de se centrer que sur le salaire comme outil d'attraction. Puis ce qui arrive, c'est que comme tout entrepreneur le sait, il y a un moment où je ne peux plus la jouer, cette partie-là, cette game-là. Ça a des limites, ma capacité de payer. Mais quand tu nous ramènes sur la culture, Alexandre, je pense que tu nous ramènes sur exactement le cœur de ce que c'est. Fait que sans faire la sourde oreille à tout ce qui concerne la rémunération, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là. Puis ultimement, à partir d'un certain salaire, bien, ça va être ma culture qui va faire la différence. Et plus le salaire est élevé, voire dans les 6 chiffres, plus c'est vrai. À l'inverse, par contre, plus c'est un salaire qui est bas, par exemple, si on parle d'un salaire qui est en bas de 20 de l'heure, plus le salaire va être déterminant. Bien avant ma marque employeur puis ma culture organisationnelle, les gens vont venir chercher un salaire, puis je peux les perdre ou les gagner pour 25 sous. Ah, OK. Non, c'est très intéressant. Puis j'aime beaucoup que tu abordes ça parce que ça fait un parallèle. Puis en fait, ça confirme peut-être des intuitions que j'avais par rapport à. On a un client de l'agence en fait qui s'appelle Hamster, qui est un fournisseur en fait de fourniture de bureaux, qui a fait un sondage, une grande étude avec Léger, dans laquelle justement, ce qui était ressorti entre autres, c'est qu'en ce moment, puis c'est sans surprise, là, avec veux pas l'inflation qui monte en flèche et tout ça, la priorité numéro 1 des travailleurs qui est ressortie, c'est vraiment le salaire. Puis je suis content que tu as abordé la question. C'est vrai que c'est un enjeu et qu'il ne faut pas l'ignorer en tant qu'employeur, mais que ce n'est pas, disons, que le seul élément dans l'équation de la satisfaction de l'employé. Donc, je suis content d'entendre tes précisions à ce niveau-là. Une chose aussi qu'on a mentionnée, ben, la pénurie de main-d'œuvre est sur toutes les lèvres. Est-ce que tu crois qu'il est plus important pour les employeurs si on a une priorisation à faire, dans le fond, de se concentrer
sur le recrutement de nouveaux employés ou plutôt travailler à une meilleure rétention des talents actuels? Est-ce qu'il y a un endroit, au lieu de mettre des efforts à essayer de chercher tout le temps du nouveau monde ou de travailler déjà à l'interne, où est-ce que c'est le plus gagnant pour une entreprise? Et j'adore la question, Alex. Puis, pas si intuitive que ça pour certaines personnes. Je la trouve vraiment une bonne question. Puis, on pourrait la poser de la même façon à une entreprise qui souhaite aller démarcher de nouveaux clients. On lui dirait, qu'est-ce qui est le plus profitable pour toi? Est-ce que c'est de vendre plus à tes clients actuels ou de démarcher de nouveaux clients? Nous savons tous que de nouveaux clients, ça coûte beaucoup plus cher que de vendre plus à des clients actuels. Même stratégie, même raisonnement pour les employés. D'abord, fidéliser ses talents dans l'entreprise, puis ensuite travailler sur notre capacité d'attraction. Dans la vraie vie, on opère souvent les deux en même temps. Puis plus l'entreprise est grande, plus c'est vrai, puisque les deux vont s'opérer simultanément. Mais si j'ai à faire un choix, si par exemple je suis une plus petite entreprise, voire une PME, puis que j'ai à prioriser des éléments, je vais commencer par prioriser un petit peu, je dis, colmater ma chaudière. Tu sais, si je tente de remplir une chaudière d'eau qui est percée, bien, je vais travailler fort en tabarouette. Mais si je viens colmater les orifices, bien, je vais être beaucoup plus facile de remplir ma chaudière d'eau. Donc, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile de travailler à l'interne pour garder mon monde. Et là, la première question qui va suivre, c'est quoi le premier piton sur lequel je pèse? Qu'est-ce qui a le plus d'incidence? On sait, et ça, les études le démontrent depuis des décennies de façon constante. Alors, c'est vraiment une statistique sur laquelle on peut s'appuyer. Qu'en général, les employés joignent une entreprise, donc ils sont attirés par l'entreprise, mais qu'ils quittent un patron. Quand ils démissionnent, c'est le patron qui ne faisait pas l'affaire. Donc, de développer les habiletés, on appelle les soft skills, les savoir-être de l'ensemble de l'entreprise, incluant les leaders, ça, c'est un des boutons faciles à faire. Puis bon, là, vous me direz, peut-être mon propos est un peu moins crédible puisque je prêche pour ma propre paroisse, mais je me permets quand même d'avancer un petit peu sur ce terrain-là. C'est que moi, je vois au quotidien, la formation, c'est dans notre cœur de notre industrie. On fait ça, ressources humaines, formation. Mais je vois de plus en plus des clients qui sollicitent nos services, qui offrent en continu de la formation à leurs gestionnaires, mais en continu, ça ne veut pas dire intensément. Ça peut être une formation par trimestre, donc 4 modules de formation par année, continuellement. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est que ça leur permet de promouvoir dans leur marque employeur, voire même leur description de poste, ça leur permet de promouvoir le fait que les gestionnaires sont soutenus et qu'ils développent, qu'ils sont formés pour développer leur savoir-être en continu. Ça a ce pesant d'or, ça, comme marque employeur, de savoir que les gens sont en évolution continuellement par rapport à ça. Puis au passage, quels sont les boutons qui font que les gens vont rester? On sait que dans ces boutons, le fait de savoir que je vais apprendre, que je me développe. Les entreprises sont généralement, là, en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, mais soumis à la loi de ce qu'on appelait la loi du 1 %, donc une contribution obligatoire pour la formation qui, si elle n'a pas été utilisée dans l'entreprise, je le remets au gouvernement en fin d'année. Donc, mon point ici, c'est que les entreprises le paient de toute façon, ce montant-là, à leurs employés ou au gouvernement. Mais parfois, ils oublient de capitaliser sur ça lorsqu'ils affichent leur marque employeur, voire allouer un budget par personne en moyenne qui va être octroyé pour les fins de formation de cette personne-là. Fait que c'est des petits trucs pour prendre des sous déjà dépensés, qui vont être dépensés de toute façon, mais faire briller notre marque employeur, mettre de l'avant ce que nous faisons de toute façon. Non, ce que tu avances aussi est très intéressant. Puis j'aime parce que, justement, comme je disais, tu as dit, bon, tu prêches pour ta paroisse, mais en même temps, justement, c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui avec moi et avec nous. C'est parce que, justement, je pense que tu as on dit des fois, tu as le doigt sur le pouls dans le sens où tu es vraiment collé à la réalité. Puis tu le vois ce qui se passe dans les différentes entreprises. Dès que tu parles à des gens au niveau des formations, c'est quoi les enjeux? Puis je pense même à titre d'exemple personnel, j'ai suivi une formation avec toi, puis je m'étais retrouvé au sein d'un groupe où est-ce que la majorité des gens qui participaient étaient tous des gens dans le milieu plus industriel, OK, en usine et tout ça. C'était des gestionnaires qui étaient eux aussi, qui arrivaient dans ce poste-là, qui devaient développer finalement leurs attitudes. Puis mon premier réflexe a été, quand j'ai travaillé avant, j'ai déjà travaillé dans une usine comme travail d'été, mais là, en ce moment, ce n'est pas ma réalité. Là, je me suis dit, ça va être drôle de voir peut-être les échanges qu'on va avoir. Et ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que
peu importe peut-être, en tout cas, l'industrie ou le marché ou le secteur, quand tu deviens gestionnaire, que tu passes de peut-être quelqu'un qui fait la job, mais qui doit maintenant finalement gérer des équipes, bien, les défis sont similaires. On vivait des réalités assez similaires malgré le contexte de travail qui était différent. Donc, je pense, comme tu as mentionné, ce type de formation-là est très intéressant parce que bien, ce sont des défis finalement qui sont un peu universels, finalement, lorsqu'on accède à ces postes-là puis à ces défis de carrière-là. Tu me permets-tu de compléter? Nous Oui. en étions sur les trous dans la chaudière qu'on tente de remplir. Donc, qu'est-ce que je dois colmater en premier? On s'est dit former mes gestionnaires, parce que ça, c'est le numéro 1. Former mon monde, ils veulent sentir qu'ils apprennent. Puis former mes gens, ce n'est pas toujours les inscrire dans des cours. Parfois, c'est leur donner des projets spéciaux, les coacher, les développer, leur donner accès à des mentors à l'interne. Tout ça, ça fonctionne. Mm-hmm. Puis on ne peut pas taire en 2022 toute la notion de flexibilité. Donc ça fait partie aussi, quand je vais vouloir garder mes employés, fidéliser mes employés, je dois actionner le bouton de la flexibilité. Donc, de la bienveillance, de m'adapter aux gens. Puis finalement, un bon climat de travail. Des bonnes relations entre collègues, ça aussi, ça va fidéliser. Fait que ça, c'est des boutons qui nous sont faciles comme entreprise, comme équipe à activer. Ben, facile, accessible. Oui, exactement. Non, mais comme tu le mentionnais, je pense que c'est vrai que j'avais aussi vu ça, le fait que les gens quittent, des fois quand ils quittent un poste, ben, ce n'est pas nécessairement une entreprise, c'est comme tu dis, ils quittent un patron, mais aussi un des facteurs aussi que des gens, une fois, restent dans une équipe, ben, c'est ça aussi, c'est les collègues avec qui tu travailles parce que tu développes des relations sociales, plusieurs deviennent même des amis en dehors du travail. Donc, ça aussi, ça a un grand impact. Donc, je pense que quand tu parles de un des trous à colmater, ben, c'est ça, c'est vraiment les relations à l'interne, l'ambiance de travail. Ça a un très gros impact là, sur la rétention du personnel. On a connu et on vit encore le phénomène de la grande démission, justement, qui a été accéléré à cause de la pandémie. Donc, on voit un taux de roulement plus élevé. Puis bientôt, moi, ce qu'on entrevoit, justement, c'est avec justement la population active vieillissante, qu'on va peut-être aussi connaître la grande retraite. Donc, justement, plusieurs personnes qui vont partir justement avec une retraite dorée, peut-être en Floride, qui sait avoir plus de snowbird. Mais quelle stratégie, justement, de marque employeur est-ce que les organisations peuvent mettre en place ou qui pourrait être, que tu considères qui serait la plus efficace pour peut-être naviguer dans ces eaux troubles-là, où on va voir finalement peut-être un creux un peu plus intense au niveau de la main-d'œuvre? Oui. Tu as raison, Alexandre, de nous parler d'un creux plus intense qui s'en vient, parce qu'on sait que le creux de la pénurie de main-d'œuvre est prévu pour 2030. C'est donc dire que, c'est pas demain la veille que ce sera terminé. 2, on n'a pas vu le pire encore. Fait que c'est le fun, cette notion de pérennité dont tu nous parles dans ta question. Alors, la grande démission, puis là, tu nous parles de la grande retraite qui pourrait suivre de ça. Donc, comment je vais naviguer à travers ça? Bon, en matière de marque employeur, la première chose, c'est moi, je peux me rendre attirant à des candidats de 55 ans et plus. Quand tu parlais de la grande retraite, ce qu'on va vouloir faire, c'est la prévenir, garder nos talents à l'interne, voire recruter des gens qui sont des retraités ou pré-retraités. Il y a certains mythes à défaire par rapport à ça. Hein. Il y a beaucoup de mythes qui nous habitent sur les personnes retraitées. On omet que 15% des personnes retraitées gardent le même rythme professionnel avant leur retraite qu'après leur retraite. Ce n'est pas toujours des gens qui vont travailler à temps partiel. Puis, c'est vrai que c'est intéressant comme population parce qu'en lien avec la grande démission, puis qui a fait couler beaucoup d'encre, là, on le sait, aux États-Unis, au Canada, bon, on s'est beaucoup interrogé à cette question-là. Nous, au Québec, on s'est demandé, avons-nous été victimes d'une grande démission? Oui, non. En gros, les indicateurs semblent nous indiquer que non, mais là, la question, c'est est-ce que non, ça a été évité ou non, pas encore? Hein? Si ce n'était pas encore, on verra bien ce qui va nous arriver. Mais les chiffres nous mentionnent que s'il y a une population où ça nous est peut-être le plus proche de la version québécoise de la grande démission, ce sont les 55 ans et plus. Parce qu'on sait qu'on a 25 000 personnes de 55 ans et plus présentement qui ont démissionné l'an passé et qui ne sont pas officiellement inscrits dans des programmes de retraite gouvernementaux. C'est donc dire qu'on en a là, de la main-d'œuvre disponible. Marque employeur, il y a un bassin de main-d'œuvre disponible ici. Mon entreprise va être attractive pour ces gens-là. Ça veut donc dire que quand je vais viser, on se souvenait tantôt, on travaillait avec des personas, on allait identifier qui on vise. Quand je vise cette population-là,
Je vais le nommer sur mes affiches, sur mes communications, qu'on est intéressé aux candidatures de tous les profils, incluant 55 ans et plus. Les photos que je vais mettre sur mon site Web ne seront pas juste des jeunes travailleurs. Mhm. Il y a des entreprises sous marque employeur qui vont avoir une section sur leur site Web, par exemple, pour les travailleurs expérimentés, avec des messages qui collent pour eux puis des photos qui collent pour eux. Ils ne répondent pas à la même chose, ces gens-là. Eux, ils ne répondent pas nécessairement à des salaires, c'est des projets. Il faut leur parler projet pour que ça résonne. Mhm. Alors, il y a toute cette réalité-là. Puis ça, je l'imbrique dans ma marque employeur quand moi, je veux être perçu comme accueillant, intéressant pour cette population. C'est super, c'est vraiment intéressant de voir que justement, il y a une approche aussi marque employeur vraiment dirigée vers ce public-là, en fait, comme tu disais, un peu ces talents expérimentés-là. Puis ça me fait rire parce que ça me fait penser, justement, j'avais vu récemment, bon, dans l'étude de Hamster et de Léger, ça mentionnait entre autres que, bon, justement, dans cette tranche d'âge-là, les 55 ans et plus, un des motivateurs de rester au travail ou de revenir au travail ou de travailler, c'est quand même tout l'aspect social du travail. Donc, justement, des fois, il y a certaines personnes qui vont aller à la retraite, puis c'est très anecdotique, mais mon père qui s'approche de ce moment-là, lui, c'est tout comme ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées si je ne travaille pas? Bien, il y a un peu ça aussi de l'isolement ou ne pas s'occuper. Donc, quand tu parlais un peu au niveau des projets, des impliquer même à la passation du savoir. Tu sais, je pense que, comme tu disais, il y a plein de façons d'impliquer ces talents-là dans l'organisation pour continuer à ce qu'ils se sentent valorisés et qu'il y ait une contribution aussi dans les entreprises. Fait que je pense que c'est très, très, très intéressant qu'il y ait, encore comme on dit, un pendant de la marque employeur qu'il faut penser à les inclure, comme on dit, dans la photographie, dans les descriptions de postes, puis dans nos sections de site web et tout. Fait que c'est très, très, très intéressant de ne pas oublier cette tranche-là. Puis je pense que l'histoire anecdotique de ton père, ce qu'elle nous met en évidence, et c'est un des messages clés à retenir, c'est qu'il faut adapter nos communications quand on parle à ces gens-là. Ils ne viennent pas pour du salaire, puis ils ne viennent pas pour de la sécurité d'emploi, puis ils ne viennent pas pour leur carrière. Mm-hmm. Les mots auxquels ils résonnent, les études démontrent, c'est contribuer, faire une différence. Ils veulent partager leurs connaissances avec les clients, avec les employés. Il faut vraiment adapter toute notre façon de communiquer avec eux et de se présenter comme marque employeur quand ce sont les gens qu'on vise. Génial. C'est vraiment une super conversation qu'on a ensemble. Avant de terminer, j'aimerais juste savoir, parce que comme je disais un peu plus tôt, je pense que ton expertise est très grande, puis tu nous en as partagé déjà qu'une mince couche, qu'une mince partie, qu'une mince parcelle. Est-ce que si tu avais une dernière lumière là, que tu voulais nous partager, que tu as partagé avec nos auditeurs, que ce soit sur la marque employeur, que ce soit sur comment aborder les ressources humaines dans le contexte actuel, avec quoi tu voudrais nous laisser? Bien, si je nous ramène à la marque employeur, les mots à souligner en gras, c'est authenticité. Donc, vraiment travailler à se recentrer sur qui nous sommes vraiment dans notre ADN. Qu'est-ce qui nous différencie? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, travailler avec ce qu'on appelle des stay interviews. Bon, on sait tous qu'est-ce que c'est. Donc, des exit interviews qu'on fait habituellement quand les employés nous quittent, histoire d'avoir accès à de l'information qui est très authentique, très réelle. Les gens ont déjà démissionné. Mais des stay interviews, il s'agit alors de rencontrer nos employés qui sont dans notre entreprise pour savoir pourquoi ils restent. Qu'est-ce que nous leur offrons qui leur plaît? Ils sont sollicités, hein? On le sait là. Donc, pourquoi ils restent? Et ça nous approche de notre ADN, du cœur de qui nous sommes, de ce que nous avons à offrir. Puis quand on vient s'ancrer dans l'authenticité, c'est là-dedans. Puis, à partir de là, c'est de se travailler à le faire rayonner. Fait que de pas... Tu sais, je vois des gens qui s'intéressent à la marque employeur vers l'externe, puis des fois, ils travaillent très rapidement vers l'externe, puis ils omettent cette première étape de se recentrer sur soi, de bien voir quelle est l'offre que nous avons à offrir. C'est quoi le produit ou le service que je veux offrir? Donc, c'est quoi qui je suis comme employeur? Puis après ça, de veiller à le faire rayonner. Ouais. Donc, ça résume ce que c'est pour moi une marque employeur qui se veut pérenne à moyen puis long terme. Merci beaucoup, Annie, pour la conversation. Je pense que ça nous donne beaucoup, beaucoup à penser. Mais je pense que ça, en tout cas, moi, je me sens déjà même déjà plus allumé, plus connaissant ou plus outillé, disons, à affronter les défis que le marché du travail nous amène.
Ça fait plaisir, Alexandre. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Vraiment intéressant comme entrevue, Alexandre. Oui. Vraiment. Oui, vraiment. Là, Annie, c'est une personne avec qui c'est très agréable de discuter. En fait, en deuxième segment, on va discuter plutôt de l'aspect communication de la marque employeur parce que, comme Annie l'explique bien, la marque employeur doit d'abord être un reflet à l'interne dans l'organisation, mais ensuite de ça, le déploiement de cette marque employeur-là peut être fait à l'externe. Donc, on va s'attarder plus sur ce sujet-là. Oui, bien justement, moi, j'ai vraiment voulu comprendre un peu le rôle des communications dans le processus décisionnel des candidats. Puis c'est quoi vraiment la place de l'information dans ce processus-là? On sait, tout comme en communication puis en marketing, chaque candidat navigue autour d'un processus décisionnel lorsque vient le temps de considérer un nouvel emploi, un changement d'emploi. Donc, il y a différents éléments du processus décisionnel. Puis, dans le fond, au tout début, où que la reconnaissance en fait du problème, ou que la personne se rend compte qu'il y a un problème avec son emploi actuel ou qu'il y a de l'indécision par rapport à sa carrière, bien, c'est vraiment une des parties prenantes du processus décisionnel. Puis, c'est à ce moment-là où la personne va commencer à aller chercher des informations sur un potentiel autre employeur. Puis là, vraiment, où le processus, où l'importance de la communication est de plus en plus importante, bien, c'est vraiment dans la portion de la recherche alternative dans le processus décisionnel. Il y a notamment des professeurs de l'Université de Sherbrooke qui sont vraiment penchés sur l'importance puis l'influence de l'information comme ressource dans la prise de décision de carrière. Puis l'étude vient vraiment démontrer que l'information disponible joue un rôle dans le processus décisionnel, puis c'est aussi à la fois utile et nécessaire dans ce processus-là. On lit notamment dans cette étude-là que les prospections professionnelles puis la cueillette d'informations augmentent la connaissance de soi puis aident vraiment à prendre conscience des choix de carrière qui conviennent le mieux aux candidats. Donc, l'information fait vraiment référence à n'importe quelle information au sujet de la taille, de la composition de l'entreprise, de la manière dont elle fonctionne, de ses problèmes, de ses opportunités, puis des intentions ou des aspirations du candidat face à l'emploi. Donc, on se rend vraiment compte de cette importance-là. Puis, l'importance aussi de bien communiquer ces diverses informations-là en tant qu'employeur. Puis aussi, ben, il y a aussi un pondérable qui est super important dans ce processus décisionnel-là, c'est la qualité de l'information. On le sait, avec l'avènement d'Internet, ben, il y a de l'information un peu partout. Il y a des Glassdoor, des Recruiter, des sites de ce genre-là qui donnent de l'information au sujet d'une entreprise, qui est définitivement un outil super intéressant, mais qui n'est pas nécessairement des informations vérifiées, vérifiables. Donc, c'est important aussi à l'employeur de divulguer de l'information de qualité pour s'assurer, en fait, de répondre aux questions du potentiel candidat, puis de pouvoir s'immiscer dans le processus décisionnel du candidat pour potentiellement pouvoir un jour l'engager. Donc, vraiment, oui. C'est ça, je pense que ce que je retiens et ce que j'entends, c'est ça, c'est qu'il faut pas laisser, disons, le candidat potentiel naviguer seul sur ce chemin sinueux-là. C'est d'être aux bonnes intersections, aux bons endroits, aux bons carrefours. Exactement. Puis de là, l'importance justement de la communication dans le processus décisionnel pour bien divulguer les informations puis s'assurer que la bonne information se rende aux oreilles des candidats. Vraiment intéressant. Je pense à un élément qu'Annie en fait avait un peu introduit, un peu des piliers de la marque employeur, puis auquel il faut pas passer outre. Bien, premièrement, la réputation. La réputation justement de l'entreprise, de l'organisation est super importante. Puis c'est pas juste la réputation en termes d'employeur, mais je pense que c'est là où est-ce qu'on vient jouer un rôle clé en tant que justement professionnel des relations publiques. En communication, bien, c'est tout ce qu'on fait finalement au long de notre année a une incidence sur toutes nos parties prenantes, dont nos employés actuels et nos employés à venir. Donc, c'est d'autant plus important de penser à toutes ces actions-là, de ce qu'on émet comme communiqué, ce qu'on prend comme action dans la société dans laquelle on évolue. Puis également, bien, en plus de la réputation, un deuxième pilier qui est important dans la marque employeur, c'est la proposition, finalement, la proposition d'employeur. Donc, ce que nous, en tant qu'employeur, en tant qu'organisation, on offre à nos employés futurs. Donc, c'est-à-dire, encore là, ce qui est intéressant, c'est un peu la transaction, parce qu'il y a quand même une transaction entre employeur et employé, de ce que nous, en tant qu'employeur, on exige, ce qu'on demande comme rendement, comme ce que l'employé va nous amener, mais également ce que nous, on va lui rendre. Donc, ça, c'est super important et ça se traduit par la suite avec l'expérience. L'expérience, ça va être
comme tu l'as mentionné un peu tantôt, pour faire un parallèle avec ce que tu disais, Audrey, dans tout le processus décisionnel, il y a quand même, le candidat, s'il passe une entrevue avec nous, il va avoir des moments où il va toucher à la marque, disons, il va avoir de l'interaction avec la marque. Donc, c'est important que cette expérience-là, au départ, elle se traduise aussi avec l'expérience qu'il aura même à l'interne. Bien, Julie, je pense justement que tu avais un exemple d'un processus de recrutement qui est complètement impeccable et qui colle super bien avec la marque employeur, justement. Oui, absolument. C'est anecdotique, mais mon fils a fait une demande d'emploi chez McDonald's. C'est vrai? Il est rendu là, ben oui. À 14 ans, il est rendu là, puis en se rendant au McDonald's au coin de notre rue, il a trouvé le code QR qui était affiché, donc il a pris la photo du code QR. En arrivant à la maison, il a commencé avec un processus en ligne et tout de suite, il y a un chat qui s'est ouvert sur son téléphone. Donc, il y avait quelqu'un qui lui répondait en temps réel, donc c'était un robot probablement. Mais bref, il a rempli les étapes du questionnaire, très interactif. Donc, par exemple, il y avait des images qui apparaissaient avec un mot et il devait répondre oui ou non à cette image-là. Donc, au bout du processus, on apprenait à mieux le connaître comme candidat. Très interactif, encore une fois, très orienté vers les jeunes. Ensuite de ça, quand il avait rempli cette première étape-là, le chat s'ouvrait et la personne lui répondait « Bravo Thomas, tu as rempli la prochaine étape, tu peux maintenant remplir tes coordonnées. » Puis ensuite, on lui a dit « Bravo Thomas, maintenant tu es un candidat potentiel pour une entrevue. On te propose une entrevue à telle date avec des plages horaires. Clique ici pour confirmer ta présence. » Fait que c'était vraiment génial. Il n'y a jamais eu à donner son CV, rien de ça. C'était vraiment... Absolument pas. Puis bon, on voyait vraiment que le langage employé était vraiment, on tutoie, on emploie un langage vraiment ciblé vers les jeunes au niveau des visuels et tout ça, très attrayant. Donc, j'ai trouvé le processus vraiment intéressant. Bon, on s'entend, c'est McDonald's, c'est une entreprise, c'est une multinationale. Oui. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines entreprises, des PME, qui peuvent s'inspirer du processus, d'où l'importance de vraiment personnaliser nos communications en fonction de notre candidat idéal. Vraiment, vraiment. On souhaite bonne chance à Thomas, justement. Oui, on espère qu'il va avoir l'emploi chez McDo. Puis, ce que tu dis, c'est très, très vrai, Julie. C'est l'hyper-personnalisation, c'est quelque chose que nous, au quotidien, on fait aussi dans nos campagnes de communication, même dans nos campagnes marketing, où on le sait, on doit justement personnaliser nos messages avec nos différents publics. Puis c'est d'autant plus vrai avec la marque employeur, avec les interactions qu'on fait avec nos candidats potentiels, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Ils ne seront pas, disons, rejoints de la même façon. Ils ne seront pas dans les mêmes endroits. Puis c'est un exemple, là, on parlait justement d'un très jeune travailleur, mais il y a aussi toute la portion des nouveaux retraités, des gens qui sont presque à la retraite. C'est tous des gens qui veulent peut-être même continuer à travailler, pas nécessairement aller à la retraite tout de suite. Donc, il faut penser à ces candidats-là. Puis Annie mentionnait justement comment il y a des sites web, il y a des employeurs justement qui s'adaptent à ça. Et il faut vraiment regarder ça de près aussi. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ça va tellement être un gros bassin de potentiels employés pour les employeurs. Je veux dire, les gens qui arrivent à la retraite. Ma mère, justement, elle qui est enseignante, va être à la retraite dans environ 1 an. Puis justement, elle cherche un petit emploi à temps partiel pour combler le temps un peu. Puis Annie mentionnait en entrevue, Alexandre, que les personnes à la retraite n'ont pas envie nécessairement de se faire parler de salaire, mais bien plus de, what's in it for me? Ben oui. Puis la contribution. Je pense que c'est très important pour cette tranche d'âge-là. Là. Comment je peux contribuer encore à la société puis me rendre utile? Donc, le langage employé doit vraiment refléter cet objectif-là pour ce persona-là. Intéressant. En fait, la création d'une marque employeur se construit, comme disait Annie en entretien, sur du long terme. Donc, on ne peut pas espérer qu'en court terme, notre marque employeur ait un impact significatif. Donc, on a besoin d'utiliser toutes sortes de stratégies de communication pour mettre en place notre plan d'action, pour ultimement cibler notre candidat idéal. Donc, la déclinaison de votre stratégie en plan d'action va permettre vraiment d'afficher votre identité en mettant en lumière vos différences et votre avantage concurrentiel. Donc, en faisant un diagnostic de la marque employeur en premier lieu, ensuite, on est en mesure de la déployer à l'externe, puis de développer aussi notre notoriété ou tout simplement de rehausser votre réputation. Donc, des exemples concrets pour décliner sa marque, en premier lieu,
je dirais que ça serait d'établir un plan de communication ou un plan de marketing 100%, pour orienter ces actions-là et lesquelles vont être retenues parce que, bon, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place, mais tout dépendant, évidemment, du budget de l'entreprise, bien évidemment. Ensuite de ça, c'est d'être présent où se trouvent vos candidats potentiels, évidemment, donc faire une recherche sur ce qu'ils lisent, les médias qu'ils consomment, etc., donc pour bien les cibler. Ensuite, d'avoir une section carrière bien développée sur votre site Web. Donc, repenser toute cette section-là, le contenu qui s'y retrouve, c'est vraiment important. Souvent, on va négliger cette portion-là de notre site Web où on va simplement mettre un courriel ou envoyer notre CV. Mais maintenant, les entreprises développent davantage de contenu pour être attrayants auprès des candidats potentiels. Ensuite de ça, bien évidemment, d'utiliser ces réseaux sociaux pour recruter grâce à des outils gratuits, par exemple sur Facebook et LinkedIn, en mettant aussi en place des stratégies payantes pour cibler bien les candidats potentiels. Ça, c'est un autre outil que les entreprises peuvent utiliser de façon gratuite. Et d'adapter, comme je disais tantôt, les offres d'emploi en fonction des attentes des candidats. Utiliser un langage qui permet vraiment de leur parler à eux personnellement, les visuels aussi attrayants. Ensuite, de réviser votre processus d'embauche pour bien communiquer davantage vos points de différenciation. Veillez aussi à ce que vos candidats non retenus conservent aussi une bonne image de vous. Ça, on n'en parle pas assez, mais les candidats qui sont venus en entrevue chez vous sont aussi des potentiels ambassadeurs de votre entreprise s'ils ont eu une belle expérience. Tu le mentionnais tantôt, Alexandre. Les gens qui viennent en entrevue peuvent vivre une expérience juste en venant chez vous puis en vivant cette conversation-là avec l'employeur. Avez-vous des exemples, justement, de processus de recrutement, processus d'embauche que vous avez vus ou que vous avez expérimenté ou que des gens que vous connaissiez ont expérimenté, que vous trouvez qui désolé l'anglicisme, mais stand out? Bonne question. J'ai plutôt vécu l'inverse dans ma jeune carrière où le processus d'embauche était plus ou moins très stressant, de un, mais de deux, pas de nouvelles après l'entretien. Tu as beau faire un suivi, tu n'as pas de nouvelles, même si tu n'es pas retenu. Aujourd'hui, on est complètement dans l'inverse. Oui. On entend des entreprises qui convoquent des candidats en entrevue et que ces candidats-là ne se présentent même pas, qui avertissent même pas à l'avance qui ne se présenteront pas. Donc, non, je n'ai pas d'expérience qui me vient en tête, d'exemple, qui me vient en tête. Moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai vécu au début de ma carrière. Toi, Alex? Bien, moi, c'est vraiment, on dirait, comme quand j'ai commencé ma carrière, ça a été très plus informel, je dirais, comme processus, parce que justement, ma patronne de l'époque, en fait, est venue faire une conférence dans ma classe, a donné une conférence, puis moi, j'ai vraiment fait « Wow, je veux travailler chez vous parce que je sens que je fitterais dans l'agence. » Puis également le type de client parce que je suis un geek et c'était une entreprise qui faisait beaucoup de travail avec des entreprises en technologie puis en gaming. Donc, je me voyais là. Donc, je suis allé la voir puis j'étais très proactif. Fait que, le processus a été plus informel. Fait que ça, c'est sûr que ça avait collé aussi un peu à ma personnalité versus peut-être un processus des fois un peu plus, disons, c'est fastidieux. Puis, ou impersonnel. Oui. Intéressant. Ben, je voulais vous partager peut-être 2 exemples d'entreprises qui ont une marque employeur très forte et qui l'a déployée de façon assez brillante. La première, c'est Netflix, le géant Netflix. Quand on va sur le site d'emploi de Netflix, on comprend vraiment rapidement que la marque investit vraiment un temps considérable dans la création du contenu de sa marque employeur, qui est très, très attrayante et dynamique. Quand on arrive sur le site, il y a un code de culture qui est très, très détaillé sur le site. Donc, c'est la première chose qu'on voit en arrivant. C'est très inspirant, surtout très transparent. Donc, ça, c'est un terme que Annie a utilisé souvent pour la marque employeur. Donc, très transparent, où il apporte une série de thématiques aussi diverses que la rémunération, les valeurs de l'entreprise ou même la vision. Donc, très intéressant. La rémunération, est-ce que Netflix va jusque dans le détail de dire, bon, votre rémunération pour tel poste va être X? Non, c'est des barèmes, mais il n'y a pas de terme de montant précis sur des emplois précis. Parce que c'est un gros débat actuellement, justement, le fait de dire, est-ce qu'on doit mettre le salaire dans l'offre d'emploi? Bien, aujourd'hui, je pense qu'avec la compétitivité sur le marché dans l'emploi, il y a beaucoup qui fonctionnent par cette attraction-là de rémunération. Là. Puis tu le mentionnais rapidement, quand on parle de Netflix aussi, puis un peu plus tôt, je mentionnais la proposition, la valeur que tu proposes aux candidats. Bien,
Netflix, quand je pense quand même à cette entreprise-là, on dirait, je me dis, hey, c'est cool, le quotidien d'aller travailler, admettons, pour ce type d'entreprise-là. Je veux dire, c'est les séries qu'on écoute, c'est dans le divertissement. Donc, il y a aussi un désir en tant que travailleur de dire, je m'en vais, finalement, j'ai peut-être trouvé une job où finalement, je ne travaillerai pas. Où je vais avoir c'est ton côté geek. Oui, c'est ça, peut-être. En plus, ils ont deux blogs distincts. Un qui est plus orienté tech numérique, puis l'autre qui est dédié plus aux actualités de l'entreprise puis de la culture. Ils ont aussi un podcast interne qui s'appelle We Are Netflix, où il y a différents acteurs de l'entreprise qui viennent parler de la technologie, des valeurs à l'œuvre dans l'entreprise pour inspirer aussi les employés. Donc, c'est vraiment chouette. Wow. Sinon, l'autre exemple que je voulais donner, c'est Decathlon, qu'on connaît bien, qui est une entreprise basée en France, mais qui est à travers le monde maintenant. Les candidats potentiels sont rapidement plongés dans l'univers de l'entreprise grâce vraiment à un narratif acéré. En plus, on voit vraiment que l'entreprise tutoie les potentiels candidats pour vraiment établir un élément de proximité. C'est spécial pour une entreprise française. Tu sais, les Français vous voient beaucoup, fait que je trouve ça spécial aussi. Donc, c'est vraiment plus apprécié, évidemment, d'une clientèle plus jeune, mais on laisse sous-entendre aussi qu'il y a un esprit d'équipe à travers l'entreprise au quotidien. Là encore, Decathlon est aussi un exemple en termes de marque employeur, décliné aussi beaucoup sur le web. Ils ont leur propre chaîne YouTube qui est dédiée aux bonnes pratiques à la formation interne. Également sur leurs différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc., ils ont créé vraiment des pages spécifiques pour le recrutement, où ils partagent régulièrement des vidéos qui montrent les coulisses de l'entreprise. Donc, vraiment, l'élément de... On se sent partie prenante de l'entreprise sans y être, évidemment. Et sur leur compte Instagram, Decathlon alimente régulièrement son IGTV avec des entrevues de collaborateurs qui prônent les projets internes, aussi dans une logique d'intrapreneuriat. Donc, vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment deux exemples d'entreprises, évidemment, multinationales, mais c'est des pratiques, je pense, que n'importe quelle entreprise peut s'inspirer, de la petite entreprise jusqu'à la plus grande. Tout à fait. Ouais, toi, Alex? Voulez-vous un mauvais exemple de gestion d'employés? Absolument. Puis, j'aimerais. Le très grand, notre très grand ami Elon Musk, qui tout récemment, il y a un de ses courriels internes qui a coulé dans les médias. Puis quand je parlais un peu plus tôt de réputation, ça vient entacher la réputation de comment vraiment lui gère ses relations, ses conversations, puis ses communications internes finalement avec ses employés. Premièrement, c'était un peu, grosso modo, là, si on paraphrase un peu son message, c'était que il est contre le télétravail, puis il disait si les gens veulent aller se pogner en fond, s'ils veulent continuer à se pogner le beigne à la maison, parce que lui, il ne voit pas vraiment de valeur dans le télétravail, il dit il doit venir travailler 40 heures semaine en présence au bureau. Puis après ça, vous aurez le luxe de faire du télétravail à la maison. Mais ce qui est quand même, ce que je trouve fascinant, parce que quand on regarde une étude récente de Léger avec notre client Hamster, montrait en fait qu'au contraire, les travailleurs en ce moment qui sont en télétravail ont une productivité accrue et également tous les paramètres ou les catégories d'évaluation de la satisfaction de leur employeur actuel sont dans le tapis. C'est-à-dire que vraiment, là, les employés actuels qui sont en télétravail sont beaucoup plus satisfaits que les travailleurs qui ne sont pas en télétravail, de leur employeur actuel, de leur emploi actuel puis de leur travail sur plein d'indicateurs. Donc ça, c'est quand même fascinant de voir qu'il y avait cette position-là. Oui, je pense que c'est évident, tu sais, ne serait-ce qu'en considérant les pain points auxquels on est confronté quand on vient au bureau, tu sais. J'aime vous voir, don't get me wrong, mais l'aspect du voyagement, le trafic, tous ces éléments-là qui font en sorte que ça rajoute au quotidien. Clairement, je pense que le télétravail a encore sa place aujourd'hui. Puis sinon, j'aurais peut-être une petite question pour vous, à la lumière un peu de nos discussions sur comment est-ce qu'on aborde la marque employeur, comment est-ce qu'on la fait rayonner, tout ça. On a parlé de communication, on a parlé de marketing, on a parlé de ressources humaines. Qui devrait être, disons, le titulaire, le grand responsable de la marque employeur? Est-ce que c'est le département des ressources humaines? Est-ce que c'est le département du marketing? Ou c'est le département des relations publiques? C'est une excellente question. Je pense que c'est un amalgame de toutes ces personnes-là. Je pense que tous les acteurs doivent être inclus dans la conversation. Moi, ce serait ma réponse. Moi, je pense que ça serait un travail vraiment conjoint, pour ma part, entre les ressources humaines et les relations publiques. Les ressources humaines, évidemment, tout ce qui est recrutement de candidats, mais de rétention également. Mais les communications viennent jouer un rôle clé aujourd'hui, je pense plus que jamais, dans la communication de cette marque-là.
l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Il y a vraiment une intersectionnalité entre les départements, ça, tout à fait. Si j'avais peut-être, puis je prêcherai pour ma paroisse, mais je crois que j'avais à dire, décider peut-être un leader dans cette veine-là, peut-être justement le professionnel des relations publiques ou le département des relations publiques, parce que justement le mandat que nous avons, c'est vraiment de gérer les parties prenantes d'une entreprise, d'une organisation. Donc, les parties prenantes, ça inclut les employés présents et futurs, et anciens même. Donc, d'être un peu ce porte-étendard-là. On a une vision globale aussi des enjeux de l'entreprise, de l'organisation, de son milieu, de son industrie, puis de travailler naturellement de manière très rapprochée avec le département des ressources humaines parce qu'ils ont quand même une expertise, ils ont une connaissance, et même le département de marketing parce que, on l'a dit, c'est une marque employeur, donc il va falloir quand même déployer aussi des activités de communication. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on travaille main dans la main, mais si j'avais à décider d'un grand chef, ce serait le... Soyons les chefs. D'ailleurs, Capital Image, l'équipe, on a eu à déployer plusieurs campagnes pour des marques employeurs. Oui. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rendre sur notre site web, sur notre blog également. On va avoir également une infolettre spéciale sur le sujet très bientôt. Est-ce que ça conclut notre épisode sur la marque employeur, chers collègues? Je crois que oui. Je t'engage, Julie. Je nous engage. Je nous engage, voilà. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode. Suivez-nous sur vos plateformes d'écoute préférées et vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux de Capital Image. Merci.